D'accord, merci. Donc tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. C'est toujours un peu impressionnant de parler dans cette maison. Donc je vais vous parler de systèmes quantiques ouverts et de travaux essentiellement qu'on a eus avec Mazia Miraimi et puis les physiciens de l'école normale, le groupe de Serge Haroche et Jean-Michel Raymond. J'avais un truc qui est censé marcher, mais qui ne marche pas. C'est pas grave. Donc, je vais commencer par ce qui nous intéresse ici, ce sont des questions de feedback. Alors, le feedback pour un système classique, donc on parle de système où vous avez une commande U et une mesure Y, que l'on veut, donc c'est un capteur, on veut maintenir le capteur à une certaine valeur de référence, sa consigne, et en général, les ingénieurs mettent ce qu'on appelle un contrôleur de façon à assurer le fait que Y suive une consigne désirée YC, et donc on rajoute au système un deuxième système classique qui est le contrôleur. Et on va se poser la question ici dans cette conférence, qu'est-ce qui change quand le système qui est ici est quantique? Alors vous avez un premier changement qui vient du fait que vous avez ici de l'information qui sort du système, c'est la mesure, et donc la mesure a un effet de rétroaction naturel, direct sur le système. Donc vous avez un effet de feedback qui n'est pas un feedback ici que l'on voit pour les systèmes classiques, mais vous avez une rétroaction naturelle de la mesure sur le système. Et donc cette chose-là doit être prise en compte dans la synthèse de contrôleur. Et puis il y a, donc ça permet de faire une première classe de stabilisation par feedback, ce que les physiciens appellent measurement-based feedback, donc le feedback fondé sur la mesure, et qui permet effectivement de faire un certain nombre de stabiliser l'état quantique d'un système à partir d'une boucle où cette partie-là, toute cette partie-là est classique, et seul le système et sa mesure sont quantiques. Maintenant, il y a une deuxième façon de stabiliser un système, c'est de faire toute cette boucle de rétroaction en quantique, c'est-à-dire que le contrôleur, l'information qui va circuler en feedback dans le système et le système contrôleur sont eux aussi quantiques, et dans ce cas-là, c'est ce que les gens appellent du feedback cohérent, ou aussi c'est très proche de ce que les physiciens appellent l'ingénierie de réservoir. Et ce qu'on va voir ici dans ma présentation, c'est, je vais illustrer ces deux types de feedback, en quelque sorte, ces deux types de méthodes de stabilisation sur, en fait, la boîte à photons du LKB. Donc voilà un peu le plan de ma présentation. Ici, j'ai des choses en plus, mais je n'aurai certainement pas le temps d'en parler. Donc je vais d'abord parler de stabilisation de photons et de travaux que nous avons eus avec l'équipe du LKB sur cette chose-là. Puis, donc, ces travaux-là permettent en fait de bien comprendre, il me semble, la structure dynamique des systèmes quantiques ouverts. Et donc vous verrez que très naturellement, on comprend très bien, moralement, si on a compris cette expérience-là, on a compris en fait beaucoup de choses. Donc je vais parler, pour le cas discret, quelle est la forme générale d'un modèle dynamique d'un système quantique ouvert. Donc c'est chaîne de Markov ou, pour l'équation moyenne, application de Krauss. Et dans le cas continu, bien sûr, on remplace une chaîne de Markov par une équation différentielle stochastique. Et puis on a les équations master associées à la dynamique d'ensemble. Et après, je passerai au deuxième type de méthode pour stabiliser un système, qui est l'ingénierie de réservoir, où là encore, on comprend très bien ce qui se passe, et en particulier sur une proposition qu'on a fait avec nos collègues physiciens sur comment stabiliser un chat de Schrödinger, en fait, dans la boîte à photons. Et puis après, je ne vais pas tellement parler d'équations aux dérivées partielles ici, jusque-là, et à la fin de mon exposé, vous verrez que les équations qui sont derrière ce truc-là sont des équations en fait, de Fokker-Planck, donc il y a des équations aux dérivées partielles. Et je pense qu'il y a un certain nombre de problèmes mathématiques intéressants à traiter sur ces équations-là. Donc voilà la boîte à photons. Donc ce que l'on a ici, c'est ce que l'on veut faire.
le but, c'est de stabiliser des états quantiques qui sont piégés entre deux miroirs. Donc c'est un oscillateur harmonique avec exactement n photons, n quantum de vibration. Alors l'expérience de cette boucle de feedback a été faite en 2011. Et ici, vous avez les papiers avec la première, disons, le premier papier théorique avec des simulations réalistes avec Igor Dodsenko, et puis d'autres papiers plus mathématiques avec un postdoc et puis une étudiante qui était avec Mazière et moi. Donc je vais vous montrer un peu une petite animation. Donc si ça veut bien marcher. Oui. Donc ici, ce que vous avez, c'est un système composite. Il faut bien comprendre cela. Donc ce que l'on fait, c'est que ce que l'on veut stabiliser, c'est la partie bleue. Donc ça va être un oscillateur harmonique. Et pour avoir de l'information sur ce qu'il y a, grosso modo, entre les deux miroirs, on envoie des atomes, c'est ces petits ors violets, qui vont interférer avec l'oscillateur, bien sûr, qui vont interagir. Et donc pour l'instant, on est sur une évolution, disons, Schrödinger, conservative. Et à la fin de l'interaction, ce que l'on mesure, ce n'est pas bien sûr les photons, mais c'est les atomes. Donc on a une mesure indirecte. Donc ici, ce que vous voyez ici, ce qui est décrit ici, c'est la mesure. D'accord ? Et puis une fois que vous avez le résultat de la mesure, vous savez si l'atome est fondamental ou excité. L'atome, ça sera un système à deux niveaux. Et donc ici, vous avez une information classique. Donc ici, vous avez un contrôleur, donc un ordinateur temps réel. Et ici, ce que vous allez avoir, donc vous faites, avec cette information classique, vous faites un calcul, donc c'est la lampe rouge qui s'allume, et puis après, le résultat de ce calcul, c'est un ordre que vous donnez à votre actuateur, en fait, de façon à envoyer, à corriger, en quelque sorte, en fonction de ce que vous voulez, les photons qui sont piégés à l'intérieur. Donc cette impulsion-là est une impulsion électromagnétique classique. Donc ce que vous voyez ici, donc je vais refaire le passage ici, ce que je vais... Jusqu'à présent, toute cette évolution-là, de ce système composite, pour l'instant, c'est donné par l'équation de Schrödinger. Ici, vous avez la réduction du paquet d'ondes avec l'interprétation de Copenhague. Et ici, ce que vous avez maintenant, vous êtes dans le domaine classique. Donc moi, ce que je vais vous détailler maintenant, c'est un peu quelle est la structure du modèle qui vous permet en fait de relier l'état du système, la mesure, la sortie, et puis l'entrée. L'entrée, ça va être les impulsions que vous mettez. Donc c'est vraiment la boîte où vous avez une entrée d'un point de vue théorique des systèmes qui va être votre contrôle. Vous avez une mesure qui est Y, l'information qui sort, et typiquement, quel est le modèle qui relie ces quantités-là. Ah oui. Et on va voir effectivement quels sont les ressorts qui permettent de construire les modèles. Alors en fait, il y a trois ressorts qui sont parfaitement illustrés par l'expérience. Vous avez d'une part, pour décrire l'interaction atome-photon, vous avez les équations de Schrödinger. D'accord ? Et c'est dans les équations de Schrödinger qu'interviennent les paramètres classiques U. D'accord ? C'est là que va intervenir notre contrôle. Après, quand vous mesurez les atomes, vous avez la théorie de la mesure quantique, c'est-à-dire la réduction du paquet d'ondes, et c'est à ce moment-là que vous avez un phénomène irréversible. C'est là où vous avez de la dissipation. D'accord ? Donc ça, c'est la réduction du paquet d'ondes. On voit très bien qu'on prend une observable qui est un opérateur sur l'espace de Hilbert H, sur lequel vit la fonction d'onde, mais on verra qu'on a besoin ici de l'opérateur densité, qui, pour un état quantique pur, est le projecteur orthogonal sur la fonction d'onde. Ici, vous reconnaissez l'équation de Schrödinger pour la fonction d'onde, l'équation de Schrödinger pour l'opérateur densité, et puis ici, l'intervention du contrôle. Ici, ce que vous avez, c'est que maintenant, vous êtes sur H et vous faites la mesure d'une observable O. Donc, on sait très bien qu'il faut prendre la décomposition spectrale de l'observable, selon les valeurs propres et la projection sur les espaces propres. Et si, une fois que vous avez récupéré votre mesure, si vous obtenez mu comme résultat, vous avez réduction du paquet d'ondes, c'est-à-dire que vous ne conservez, juste après la mesure, que la projection orthogonale de la fonction d'onde sur l'espace propre correspondant. Bon, bien sûr, comme il y a réduction de longueur, vous êtes obligé de normaliser. Donc voilà un peu ce qui se passe quand vous avez mesure de l'observable O sur votre système. Alors ça, c'est ce qui se passe sur la fonction d'onde. Maintenant, si vous prenez ce qui se passe sur l'opérateur densité,
Bon, bah, c'est quasiment la même chose. Il suffit de multiplier, vous sandwichez l'opérateur densité par P mu sur cette racine, à droite et à gauche, et vous obtenez cette chose-là. Et puis il y a un troisième point qui est extrêmement important et qui change complètement les règles du jeu par rapport au système classique. C'est ici, vous voyez très bien, vous avez un système composite. Le système S, c'est les photons. Le système M, qui vous sert à avoir de l'information, c'est les atomes. Et l'espace d'état, bien sûr, du système complet, c'est plus le produit cartésien, c'est le produit tensoriel. Et donc, c'est un espace d'une façon beaucoup plus gros. Et vous avez bien sûr une interaction qui est décrite comment? Vous avez toujours l'énergie du système seul, S, vous avez l'énergie du système maître, et puis vous avez un opérateur d'interaction qui est en général un produit tensoriel d'un opérateur sur HS et d'un opérateur sur HM. Et le dernier point qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mesurez les atomes, ça veut dire que l'opérateur de mesure grand O sur l'espace complet, c'est l'identité sur les photons, tenseur, l'opérateur de mesure projective sur les atomes. Et donc ça veut dire que ce qui est intéressant ici, c'est que cette décomposition spectrale, dans ce cas-là, est très dégénérée. D'accord ? Donc vous avez un spectre ici très dégénéré. Vous avez plein de valeurs propres identiques. Et le P mu, c'est vraiment la projection sur un espace, d'accord, qui peut être de grande dimension. Voilà. Et donc je vais illustrer ces trois points-là, qui sont très bien expliqués aussi dans le livre de Serge et Jean-Michel, maintenant sur la boîte à photons, de façon un peu macroscopique. Alors le système S. Le système S, voilà ce que c'est. Vous pouvez dire que c'est l'ensemble des suites de carrés sommables à valeur dans C. D'accord ? C'est ce qu'on appelle l'espace de Fock. Donc ça, c'est ce qui permet de représenter un oscillateur harmonique. Et le système mètre, c'est ce qu'on appelle un système à deux niveaux, ou encore un système de spin 1,5. D'accord ? Et bien sûr, maintenant, si je prends l'état quantique où l'atome commence à arriver dans la boîte, il n'a pas encore interagi avec les photons, bien l'état quantique sera un état séparable, c'est-à-dire que je vais être sur le produit tensoriel SHM, j'ai une certaine fonction d'onde pour les photons, avant d'envoyer l'atome, et bien sûr, on suppose qu'on prépare les atomes dans un état connu, donc dans l'état fondamental, G. Bien. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces deux systèmes, avec ces deux systèmes, un oscillateur harmonique et un spin 1,5, on fait énormément de choses. Alors c'est pour ça que je vais passer un tout petit peu de temps à décrire typiquement les principaux outils que les physiciens ont mis au point pour décrire ces systèmes-là et ces systèmes-là. Je pense que c'est assez important. Alors l'oscillateur harmonique, c'est, si je prenais l'oscillateur harmonique, tout le monde connaît, c'est la dérivée de x, c'est oméga c l'impulsion, la dérivée de p, c'est moins oméga c x, et puis ici, vous rajoutez votre contrôle. Ça, c'est l'oscillateur harmonique avec un contrôle UC. Maintenant, vous prenez ce système-là et vous le quantifiez. Eh bien, ce que vous obtenez, c'est typiquement, on sait très bien que l'oscillateur harmonique, en fait, a des niveaux d'énergie discrets qui sont tous régulièrement espacés, et la différence entre deux niveaux consécutifs vous donne une fréquence de résonance. Voilà. Alors, donc voilà HS. Alors D, maintenant. C'est quoi l'espace D des matrices densité? Je ne l'ai pas dit. C'est toujours ça. C'est les opérateurs hermitiens qui sont positifs ou nuls et qui sont de trace 1. Donc c'est ça, les opérateurs densité. Et donc on a besoin de ces opérateurs-là. On ne peut plus rester sur Schrödinger pour les systèmes quantiques ouverts, ce qu'on va voir. Et ici, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que beaucoup de calculs sont faits, non pas en utilisant le fait que l'opérateur A, qui est l'opérateur d'annihilation de photons, qui correspond à, quand on écrit l'équation au dérivé partiel qui est derrière, en fait, l'oscillateur harmonique commandé, qui est une équation avec la fonction d'onde psi qu'on connaît. En fait, on utilise les opérateurs A et A croix, qui sont les opérateurs d'annihilation et de création de photons, et on utilise surtout tout un tas de relations de commutation. Et on peut se débrouiller pour faire les calculs qu'avec les relations de commutation. D'accord ? Il y a un tas de calculs qu'on fait comme ça. D'accord ? Donc A vous fait passer si je prends A sur 2, ça vous fait passer à 1, et si je fais A croix sur 1, ça vous fait passer à 2. D'accord ? Donc ça vous fait des transferts. N est l'opérateur nombre de photons, donc c'est A croix A. Donc ça veut dire que le spectre de N, ça sont les vecteurs propres de N, en fait. Et c'est ça qu'on appelle, grosso modo, les états à nombre de photons fixés.
d'accord, ou les états de Fock avec un nombre de photons fixé. Et donc c'est ce type d'état, 1, 2, 3, 4, hein, que l'on veut stabiliser, qui sont des états vraiment typiquement quantiques. Voilà. Maintenant, après, vous me direz, mais un oscillateur harmonique, il y a quand même un état classique, entre guillemets, qui doit avoir une fonction d'onde. Les états classiques sont des états quantiques très particuliers. Alors, les états quantiques qui correspondent à des états classiques, c'est ce qu'on appelle les états cohérents. Donc, c'est des états qu'on prépare avec des sources cohérentes, hein, de lumière. Alors, ces états cohérents, c'est tout simplement des états qui sont une combinaison, effectivement, de tous les états. Donc, vous voyez, le support, ça va de 0 jusqu'à plus l'infini, où alpha, eh bien, vous avez un oscillateur. Un oscillateur, c'est défini par une position dans l'espace des phases, xp, et xp, pour la position de l'oscillateur classique, c'est x plus ip, ça correspond au nombre complexe alpha. Et donc, ce qui correspond à x plus ip en classique, ça va être cet état quantique où on met un alpha au milieu, donc il ne faut pas confondre le alpha avec un alpha dans C, et puis quand typiquement je mets un indice qui est n, dans ce cas-là, c'est les états de Fock. Ou ici, vous avez une distribution de Poisson. Et donc ici, vous avez typiquement la fonction d'onde qui correspond en fait à cet état quantique alpha. Voilà, ici. Et vous avez le fait que les états alpha sont des états propres de l'opérateur d'annihilation. Et ici, vous avez d alpha qui est cet opérateur-là, qui est l'opérateur de déplacement. C'est quelque chose qui vous fait simplement un déplacement dans l'espace xp. Donc voilà un peu j'ai un peu résumé les principales notions qui permettent de faire les calculs. Donc maintenant, ça c'est le premier exemple de système quantique fondamental, l'oscillateur harmonique. Le deuxième, c'est... Oui ? Oui. Le UC, c'est un drive cohérent, d'accord, qui arrive dans la cavité. Si, ça sera le contrôle dans la cavité. En fait, ça ne va pas être UC, ça va être l'intégrale de UC parce qu'on fait un pulse. Hein, d'accord ? Mais c'est typiquement un déplacement, en fait, parce que l'intégrale de UC, si on fait un pulse, on va négliger cette partie-là et on va uniquement avoir un déplacement, in fine. Mais ça vient de Schrödinger, en fait. Donc ici, le deuxième système, alors lui, il est totalement quantique, il n'y a pas d'analogue classique, c'est le système à deux niveaux. Alors ici, c'est vraiment le système quantique le plus simple qu'on peut imaginer. On se met dans l'espace de Hilbert à deux dimensions. Alors il est usuel d'appeler le premier vecteur de base G pour étant l'état fondamental, le second vecteur de base E pour l'état excité. Puis vous avez une différence d'énergie entre les deux qui sont la fréquence du qubit, hein, ou du spin only. Et donc, vous avez ici les matrices densité ρ, c'est des matrices 2, 2. Donc ça va, on sait bien faire des calculs avec des matrices de 2, les diagonaliser. C'est très pratique. Et ici, vous avez tout un tas de petits opérateurs qui semblent rien, mais qui permettent effectivement d'écrire de façon très simple des opérateurs sur le produit tensoriel, oscillateur harmonique et spin and me. Comment vous faites ? On ne va pas écrire des matrices. On est obligé, pour faire des calculs, on fait des calculs avec des produits tensoriels d'opérateurs. Et donc ici, j'ai rappelé les matrices de Paoli, l'opérateur sigma-, qui est un peu l'analogue de l'opérateur accroît, parce qu'il vous fait passer de E à G, vous voyez, sigma- vous envoie E sur G, et G sur 0. Et vous avez l'opérateur auto-adjoint sigma+, qui vous envoie G sur E. Donc ça s'interprète sous le terme d'échange d'énergie. D'accord ? Et puis, donc, vous avez les relations usuelles avec les matrices de Paoli, hein, et donc, qui sont toutes des racines carrées de l'unité. Et ici, les physiciens aussi, et c'est très pratique, on peut représenter D, l'espace quantique du système, hein, les états quantiques, comme avec trois nombres qui sont x, y, z, qui sont trois nombres qui sont à l'intérieur de la sphère de unité, et on a cette paramétrisation explicite de cette série d'opérateurs positifs. Voilà. Donc maintenant, on est à peu près armé pour comprendre la façon dont on va faire les calculs. Donc je vais faire ici uniquement les calculs qui vont prendre l'état quantique ψg à la sortie de la boîte. L'atome va traverser toute cette chaîne-là et juste avant la mesure. Alors comment ça se passe ? De façon macroscopique, hein, de façon globale, vous avez ici, au départ, vous partez d'un état quantique global qui est un produit tensoriel, hein, tout simplement parce que les états sont séparables. L'atome qui arrive n'a rien à voir avec la cavité. Donc c'est un produit tensoriel. Et puis après, vous faites toute une série d'évolutions de Schrödinger
Alors, soit de l'atome tout seul, ici, ce qu'on appelle dans les phrases Ramsey ici, soit l'évolution de Schrödinger combinée atome-photon. Et à la fin, ce que vous avez, c'est une grosse opération unitaire, ce que j'appelle U indice SM. Et donc, maintenant, si vous développez cette valeur-là, U indice SM, sur psi et G, et vous dites, bon, ça c'est un vecteur du produit tensoriel atome-photon, eh bien vous avez une première valeur ici de fonction d'onde pour les photons, si c'est G, et puis une seconde valeur pour les photons, si c'est E. Et donc cette relation-là, quand maintenant vous bloquez G et que vous faites varier psi, vous avez ici deux opérateurs, qui sont ce qu'on appelle les opérateurs de mesure, qui sont des opérateurs linéaires sur les photons, qui sont Mg et Me. Et ces opérateurs-là sont quand même assez particuliers. Du fait que U est unitaire, ce n'est pas très compliqué de voir que ces opérateurs de mesure, en quelque sorte, font une sorte de partition de l'unité. Alors bien sûr, c'est des opérateurs, donc pour dire que c'est une partition de l'unité, voilà comment est-ce qu'on les décompose, c'est-à-dire qu'on a Mg croix Mg plus Me croix Me, c'est l'identité. Ça vient du fait que U est unitaire. Alors bien sûr, qu'est-ce qui est important dans cette histoire-là? C'est surtout l'interaction atome-cavité qui est donnée par, vous voyez comment on construit l'hamiltonien d'interaction, c'est l'hamiltonien libre de la cavité, tenseur, l'identité sur les atomes, plus l'hamiltonien libre des atomes, tenseur, typiquement l'hamiltonien libre sur la cavité, tenseur, l'hamiltonien sur les atomes. Et puis ici, ce que vous reconnaissez ici, c'est les échanges que vous avez entre la cavité et les atomes. C'est parce qu'il faut bien comprendre que pourquoi est-ce qu'on a un système aussi simple. La cavité, c'est à peu près quelque chose qui a 10 GHz, à peu près, et les atomes, la différence de niveau d'énergie entre l'état G et l'état E, on prend des niveaux très précis, qui sont aussi à 10 GHz, à quelques kilo ou mégahertz près. Donc c'est vraiment deux oscillateurs qu'on met en résonance. D'accord ? Et donc c'est ce qui permet de sélectionner des modèles aussi simples. D'accord ? On ne voit que très bien les résonances ici. Et donc ici, ce que vous avez, c'est que vous avez fait un couplage. Vous voyez très bien que quand ce couplage-là s'interprète très bien, quand on a sigma moins, c'est-à-dire que l'atome va de E vers G, il descend, et bien dans ce cas-là, on va avoir accroît, c'est-à-dire que la cavité va récupérer un photon. D'accord ? Donc c'est comme ça on interprète très bien ce système-là. Et donc à partir de ça, sur cet hamiltonien-là, on peut faire un tas de calculs, c'est-à-dire qu'on sait calculer l'opérateur unitaire d'évolution. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail, ce que je vous donne maintenant, une fois que vous avez réussi à intégrer Schrödinger pour avoir cet opérateur d'évolution, vous avez ces deux opérateurs Mg et Me. Et donc maintenant, on passe dans la phase, on mesure. Mais on mesure les atomes. Et donc là, on comprend très bien ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire que si on détecte l'atome en G, on ne va garder que cette partie-là de la fonction d'onde. On projette sur l'espace où les atomes sont en G. Et si on mesure l'atome en E, eh bien on ne va garder que cette partie de la fonction d'onde. Donc bien sûr, comme ces parties-là ne sont pas de longueur 1, on normalise. Et juste après la mesure, ce que vous voyez, c'est que l'état devient un état séparable. Alors qu'avant, en général, l'état n'est pas séparable, il est intriqué. D'accord ? Et on comprend bien que c'est directement au moment de la mesure que vous changez naturellement l'état du système. Vous comprenez que quand vous mesurez les photons qui sont loin de la cavité, l'état quantique change instantanément. Ce qui est un peu particulier, mais c'est comme ça. Voilà. Alors, écrite cette relation-là pour l'opérateur densité qui correspond au projecteur, donc c'est psi fois psi croix, vous obtenez ici ce qu'on peut appeler une chaîne de Markov, qui vous relie le nouvel état à l'ancien état avec deux choix. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les probabilités de saut dépendent de l'état quantique. Donc c'est comme ça que de l'information sort du système. Les statistiques des sauts vous renseignent sur ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et maintenant, ce que l'on a ici, c'est maintenant si on ne mesure rien. Imaginez que vous envoyez les atomes et vous ne les mesurez pas. Tout ce que vous pouvez dire, c'est je vais essayer de prévoir au mieux ce qui va se passer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous dites, voilà, le nouveau ρ, ça va être avec la probabilité PG, cette valeur-là, plus avec la probabilité PE, cette valeur-là.
Et comme la normalisation est exactement égale à la probabilité, ce que vous avez ici, c'est ce qu'on appelle une application de Krauss. Donc c'est une application linéaire et qui fait des mélanges. En fait, là, vous avez de la diffusion. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un opérateur ρ qui est hermitien positif et de trace 1. Et là, vous avez un nouvel opérateur ρ qui va être hermitien positif aussi de trace 1. D'accord ? Donc ça, c'est une opération vraiment où vous faites du mélange. Hein. Là, on voit très bien l'aspect irréversible et un peu diffusion qui est derrière. Voilà. Alors maintenant, quand on rajoute le contrôle, donc là, j'ai fait la boucle. Hein. L'atome passe dans la cavité, évolution Schrödinger, mesure, collapse du paquet d'ondes, et puis après, maintenant, si j'injecte un contrôle. J'injecte un contrôle, le contrôle, je l'envoie directement dans la cavité, et donc c'est uniquement un déplacement cohérent de la cavité. Donc si je rajoute un contrôle, ça veut dire que j'ai un opérateur unitaire, d'accord ? Hein, c'est un contrôle, disons, impulsionnel, donc on va dire instantané, aux échelles de temps qui nous occupent. Et donc ce que je vais avoir, je vais devoir modifier l'opérateur ρ par un déplacement unitaire d'amplitude U. Et donc ce que j'obtiens in fine, c'est une chaîne de Markov commandée. Donc ça, c'est un objet, disons, qui est, disons, entre guillemets, classique, hein, pour les gens en théorie des systèmes. Une différence quand même assez importante, c'est que l'état quantique, ça ne sera pas un vecteur, mais ça sera un opérateur quand même ici. Mais vous avez ici la loi de sortie. Et bien, la loi de sortie, ça vous dit quelle branche vous prenez. Hein, vous savez, grosso modo. C'est-à-dire que vous regardez votre système il a tendance à bouger, et vous savez quelle branche il suit. Et c'est ça que vous donne le capteur. Et donc ici, vous avez une matrice de transition, hein, les opérateurs de transition, si on mesure G ou si on mesure E. Voilà. Donc, je vais pas... Donc ici, vous voyez, c'est un objet sur lequel on peut faire des calculs, des simulations et des choses comme ça. Donc voilà un peu. Et ça donne la forme à peu près générale d'un système quantique ouvert. Voilà. Alors, dans le cas dans l'expérience qu'ils ont fait, et en particulier mesurer des photons sans les détruire, voilà un peu la forme des opérateurs, hein, quand on ajuste correctement les paramètres de façon astucieuse, les paramètres expérimentaux. Alors ici, j'ai mis une forme où, bien sûr, j'ai écrit les opérateurs Mg et Me avec les opérateurs usuels pour l'oscillateur harmonique. Et vous avez l'opérateur grand N qui est le nombre de photons. Donc tout ça, tous ces opérateurs-là, cosinus de n et ainsi de suite, sont des opérateurs diagonaux dans la base 0, 1, 2, 3, n photons. Donc c'est quelque chose de vraiment élémentaire ici. Ça, c'est une matrice diagonale. Vous avez ici les éléments de la diagonale. Elle est auto-adjointe, donc le m croix c'est de l'autre côté, une autre matrice diagonale. Et puis ici, ce n'est pas très compliqué qu'ici vous avez un cosinus carré. Hein, et puis vous voyez très bien que la somme des probabilités fait 1, parce que sinus carré plus cosinus carré, ça fait 1, donc tout va bien. Et alors ce qui est intéressant sur cette chaîne de Markov, quand vous ajustez vos opérateurs comme ça, c'est que chaque fois que ρ, typiquement, commute avec n, d'accord, ici, hein, et que ρ est un état propre, hein, de n, eh bien vous voyez très bien que si vous détectez l'atome en G, ben vous obtenez n. Si vous détectez l'atome en E, vous obtenez exactement le même atome. C'est-à-dire que vous avez un point fixe. Vous avez cette chaîne de Markov à tout un tas d'états stationnaires. D'accord ? Donc ça veut dire que c'est des mesures, comment on dit, quantum non-demolition measurement, qui sont des mesures quantiques non destructives pour certains états. Hein, et c'est uniquement les états propres de l'oscillateur harmonique. Si ce n'est pas un état propre, les choses vont changer. Et alors pour montrer ceci, ce n'est pas très compliqué, vous avez une chaîne de Markov avec énormément d'intégrales premières. Alors, pour le cas stochastique, les intégrales premières sont des martingales, qui vont être toutes les fonctions de n. Donc, ce n'est pas très compliqué, vous faites le calcul, et vous vous rendez compte que l'espérance de cette fonction de n, ici, hein, Vg, est constante. Donc, c'est une martingale. Et vous pouvez montrer que si, typiquement, le paramètre φ0, qui est ce qu'on appelle le déphasage par photon par rapport à pi, est irrationnel, eh bien, vous convergez par un argument de type Lyapunov vers un nombre de photons précis. Par contre, si vous partez d'une certaine distribution initiale ρ0, d'accord, vous prenez un certain état quantique ρ0, vous savez que vous allez converger vers un nombre de photons fixé. Vous faites une réalisation. Mais vous ne savez pas quel nombre de photons vous allez avoir. Et vous avez une certaine probabilité de converger vers 0, vers 1, vers 2, vers 3 photons. D'accord ? Et cette probabilité, du fait d'avoir ces martingales-là, sont données par la distribution initiale du nombre de photons dans votre
matrice densité initiale. D'accord ? Donc vous avez un système où vous le préparez avec un état quantique très simple au départ qui va être un état cohérent, ça veut dire un état classique, ça on sait très bien faire, et puis après vous lancez le processus de mesure. Donc si vous prenez typiquement un état cohérent à 3 photons, en moyenne, d'accord ? Eh bien vous aurez une probabilité à peu près d'un tiers de converger vers 3 photons. D'accord ? Mais vous aurez aussi une probabilité non négligeable de converger sur 0 photons, ou converger sur 4 ou 5 photons. Et donc, ce que l'on voulait par feedback, c'est tout simplement, vous avez un système stable qui converge. Mais ce qu'on voulait uniquement par feedback, c'est converger de façon totalement déterministe vers, par exemple, 3 photons. D'accord ? Donc, c'est un peu guidé. Vous avez un système stable et vous lui rajoutez le contrôle qu'il faut de façon à le guider toujours vers le même point. Voilà. Alors, voilà un peu la structure du feedback. Donc, maintenant, sur l'expérience du LKB, bon, la première chose qu'il faut reconnaître sur cette expérience-là, c'est qu'on a le temps de faire les calculs. C'est-à-dire que le temps entre 2 atomes, c'est 80 microsecondes. Et 80 microsecondes, avec un ordinateur un peu puissant, on a le temps de faire un certain nombre d'opérations. Donc ça, c'est le premier point qui était important pour la réalisation. Et donc, le but, c'est la consigne du régulateur, c'est bien, tout simplement, on fixe un nombre de photons, n bar. Alors typiquement, dans l'expérience, c'était 2, 3 ou 4. D'accord ? Donc ça, c'est la consigne du contrôleur. Et à chaque étape K, qu'est-ce qu'on fait ? Bien, on regarde la mesure, YK, de l'atome numéro K. On met à jour l'état quantique, parce que l'état quantique, on a un estimateur de l'état quantique, à partir de la mesure, qu'on appelle ρK estimé. Une fois qu'on a ce ρK estimé, on va ajuster UK comme étant une fonction de ρK estimé, de façon à se rapprocher de l'objectif. Donc là, c'est des techniques de stabilisation type Lyapunov. Et on a tout ce qu'il faut pour faire des méthodes de Lyapunov, parce qu'on a tout un tas d'invariants en boucle ouverte. On a tout un tas de choses qui sont conservées en moyenne en boucle ouverte. Et donc, on a utilisé toute la famille de martingales en boucle ouverte de façon à construire, pour faire cette loi de feedback ici, en fait, une fonction de Lyapunov stricte. Voilà. Et après, tout ce qui reste, vous avez calculé UK en fonction de votre estimé, eh bien, vous appliquez cette impulsion-là sur la cavité et vous prenez l'état suivant. Alors, tout ce que nous, on a fait, c'est essentiellement participer à la mise au point du filtre quantique et puis aussi de l'algorithme de stabilisation. Il est clair que tous les aspects expérimentaux étaient totalement en dehors de notre compétence à Mazière et à moi. Donc, vous avez le contrôleur a une structure d'une certaine façon assez usuelle. Hein. C'est un peu le même style de contrôleur qu'il y a par exemple sur la fusée Ariane 5. Vous avez des capteurs, vous avez une estimation de où est la fusée, vous avez un objectif qui suit telle trajectoire et vous corrigez typiquement les moteurs et les déflecteurs sur les moteurs. Ici, c'est un peu la même chose. Vous avez votre capteur, vous en déduisez une estimation de l'état quantique en temps réel, donc ça en utilisant des méthodes de filtrage quantique, et puis après, vous faites du feedback d'état qui stabilise le système autour d'un nombre fixé de photons. D'accord ? Alors, ce qui se passe, c'est que ça, c'était le modèle que je vous ai présenté, c'est le modèle, disons, canonique, disons, idéal. Ce qu'il y a, c'est que, bien sûr, rien n'est parfait. Donc, vous avez des mesures avec des imperfections. D'accord ? Vous avez un retard, c'est-à-dire qu'effectivement, dans toute la boucle, vous avez 5 atomes de retard entre la cavité et la mesure, plus le temps de calcul, qui vous prend déjà un pas de retard. Et puis, vous avez aussi quelque chose qui n'a pas été pris dans la modélisation que j'ai présentée, c'est le fait que de temps en temps, la cavité mange un photon. C'est-à-dire que les miroirs ne sont pas parfaits, et donc vous avez typiquement des sauts quantiques qui sont dus à la décohérence de la cavité. Alors, ce que je vais essayer de vous faire comprendre, c'est comment est-ce qu'on peut prendre en compte les imperfections par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais essentiellement passer du temps là-dessus, parce que ça va permettre de voir la structure des modèles absolument généraux de systèmes quantiques ouverts. Alors, mettez-vous dans le cas, donc on est dans le cas de la cavité, où ρ, c'est l'état quantique psi, et puis j'ai une mesure parfaite, j'ai un détecteur parfait. Seul problème, c'est que les détecteurs ne sont pas parfaits, et quand le détecteur vous indique E, d'accord, il se peut très bien que, en réalité, l'atome est collapsé en G. C'est-à-dire que le détecteur vous envoie une fausse information, ce qu'on appelle des taux d'erreur de détection. Donc vous avez 2 taux d'erreur de détection, état G et état E,
et vous savez que ces taux d'erreur-là sont liés typiquement à la qualité de votre détecteur. Mais ça, vous ne pouvez rien y faire. Comment est-ce que vous mettez à jour cette loi-là? Eh bien, c'est là où vous comprenez que vous ne pouvez pas utiliser de fonction d'onde. Ce n'est plus possible. Parce que vous ne pouvez plus faire des mélanges de fonctions d'onde. Vous ne pouvez faire des mélanges que sur les opérateurs, les projecteurs. Donc c'est là que l'opérateur densité a toute sa place. Et donc ce que vous faites, c'est que vous mélangez ces probas quantiques avec des probas classiques qui sont ici, avec la loi de Bayes. C'est assez simple comme calcul. Et à la fin, vous obtenez quelque chose d'extrêmement simple. Vous obtenez ici, si le détecteur me dit G, eh bien, j'ai essentiellement, vous voyez très bien que si état G, d'accord, est égal à, si état E est égal à 0, vous voyez, très bien. Eh bien, vous voyez très bien que dans ce cas-là, je n'ai aucun problème, je vais garder la même chaîne ici. Mais par contre, si état E est non nul, il va falloir que je prenne un peu de mélange en me disant, il m'a dit G, mais attention, il peut y avoir un peu de réduction du paquet d'ondes vers E. Et donc, on voit très bien qu'on prend une sorte de mélange des deux choix possibles ici, avec des poids, et on renormalise. Et alors, ce qui est miraculeux dans les calculs, c'est que le coefficient de renormalisation, c'est exactement la probabilité de détecter G. Donc, vous avez à peu près la même structure, sauf qu'en haut, au lieu d'avoir ici, vous voyez très bien que ici, si ρ est pur au départ, eh bien, au bout d'une itération, il sera pur ici. Il va rester un projecteur de rang 1. Ici, vous voyez très bien que si ρ est de rang 1 au départ, à cause de ce mélange-là, son rang aura tendance à augmenter. Vous avez un peu de diffusion, en quelque sorte. Vous ne restez plus pur. Voilà. Et donc ça permet de comprendre, et en tout cas, c'est comme ça qu'on a compris ces modèles de systèmes quantiques ouverts. Et alors maintenant, on voit très bien que Psi+, lui, eh ben, d'un point de vue physique, il est totalement inatteignable, donc il n'a aucune réalité physique. Ce qui a une réalité physique, c'est ρ+, qui résume l'information que vous avez sur votre système. Voilà. Alors, dans le cas général, eh bien, tout simplement, ce que vous avez, si vous essayez de faire le modèle d'un système quantique ouvert où vous avez une mesure, eh bien, vous avez vos opérateurs de base et vous faites en haut des mélanges où vous avez des probabilités classiques qui sont mélangées à des probabilités quantiques avec ces formules-là. Et c'est aussi simple que ça. Alors, les probabilités classiques, c'est donné par des batteries stochastiques. Ici, il faut qu'elles soient stochastiques à gauche. Et vous avez exactement ce modèle-là. Et le filtre quantique utilisé pour l'expérience de 2011, c'était un filtre où, typiquement, ici, la matrice était une matrice, autant que je sache, 4 par 8 ou 10. Parce que dedans, on prenait la décohérence de la cavité et tout un tas de choses comme ça. Donc, le filtre quantique effectivement utilisé, c'était quelque chose qui avait exactement cette structure-là. Alors maintenant, je vais passer des systèmes discrets aux systèmes en temps continu. Et on va voir que c'est la même chose, mais ce n'est pas si évident que ça sur les équations. Alors ici, j'ai rappelé le système discret avec la probabilité qui est la normalisation ici. Et puis ici, ce que vous avez, c'est tout simplement l'espérance conditionnelle. Donc c'est l'application de Krauss qui vous permet, si vous n'avez aucune information dans les mesures, eh bien, vous allez avoir typiquement cette loi qui va devenir linéaire. Alors, ce qui remplace une chaîne de Markov, c'est une équation différentielle stochastique. Donc ça va être sur ρ, la matrice densité. Alors ici, j'ai pris le cas où elle était pilotée par un mouvement, un processus de Wiener. Et vous avez ici la partie déterministe qu'on retrouve dans l'équation de Lindblad quand on prend l'espérance ici. L'espérance ici de dw vaut 0. Et ici, vous avez la partie stochastique et qui est non linéaire, bien sûr. Vous avez du ρ fois ρ ici. Et on fait tous les calculs avec des opérateurs. D'accord ? Et les opérateurs, c'est des L nus ici qui ont, eux, aucune contrainte. Et bien sûr, ces processus de Wiener vont être liés à des détecteurs. Donc, c'est des signaux continus en temps, Y nu, et qui sont reliés, typiquement, à ce processus de Wiener. C'est-à-dire que mon signal de détection, l'information qui sort, mon signal de détection, c'est du brownien, plus une dérive. Et c'est dans la dérive, dans la pente, que j'ai l'information sur où est l'état quantique. Ouais. Alors ici, non, si tu veux simuler un système quantique ouvert comme ça, une trajectoire, tu veux faire une trajectoire, il suffit que tu simules cette partie-là. Et tu auras une réalisation. Et avec cette réalisation, tu vas pouvoir calculer, ça va te donner quelle
quelle valeur de trajectoire. Maintenant, tu peux prendre le truc à l'envers, et c'est ça le filtre quantique. C'est maintenant, la réalisation, elle est sous mes yeux, donc je ne connais pas quel est le brownien qui est associé à cette réalisation, mais en fait, je le connais de façon indirecte, parce que je sais que si je prends ma mesure, que je lui enlève la pente moyenne, j'ai le brownien. Et c'est ça qui te fait le filtre. Le filtre quantique, c'est ni plus ni moins que remplacer le brownien par cette formule-là, où ça, c'est la partie déterministe qui est liée à ton état quantique, et ça, c'est l'effet de Y. D'accord ? Et là, on voit l'effet de rétroaction de la mesure sur le système, mais en temps continu. Alors, ce n'est pas évident de voir que ça ou ça, c'est la même chose. Alors, il suffit de faire un peu de calcul. Donc, j'ai pris le cas d'un exemple très simple où j'ai qu'une seule mesure, avec une certaine efficacité état. Voilà l'équation différentielle stochastique. Et je pense qu'il vaut bien mieux la voir sous cette forme-là, qui est exactement la même forme qu'en temps discret, sauf que vous pouvez écrire cette équation de récurrence en disant que ρ de t plus dt égale quelque chose, où vous avez deux opérateurs. Un premier opérateur qui dépend du résultat de la mesure, d'accord, qui est cet opérateur-là, qui est proche de l'identité, bien sûr, parce que ρ est une fonction continue du temps. Et ici, vous avez typiquement le dyt, dans lequel vous avez le brownien, et puis vous renormalisez. Vous faites le calcul avec les règles de Ito, vous obtenez exactement ça. Sauf que ici, vous êtes sûr que si vous utilisez cette formule-là pour faire des calculs, vous êtes sûr d'avoir un schéma numérique où ρ reste positif. Alors que là, c'est plus difficile. D'accord ? Bon. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est exactement l'expérience duale de celle qui a été faite au LKB où on mesure des photons avec des atomes. Là, on va mesurer typiquement un qubit pour un circuit quantique avec des photons micro-ondes qui passent dans des fils qui sont là. Alors, je ne vous décris pas tout le système, mais cette équation différentielle stochastique, qui est avec une matrice ρ, qui est une matrice 2,2 pour un qubit, d'accord, où ici vous avez les deux informations. Alors, ça, c'est des informations de signaux, bien sûr, électriques, où vous avez l'information en phase et en quadrature, vous permet de remonter à l'état du qubit en utilisant cette équation différentielle stochastique. Et ces filtres-là ont été testés, les gens ont vérifié qu'effectivement, ça permettait de représenter l'effet de rétroaction des mesures I et Q de T, qui sont des mesures électriques, sur l'état du qubit qui est codé dans ce circuit supraconducteur. Voilà. Donc ça, c'est exactement la même équation, c'est une sorte de mesure quantique non destructive, en fait, de l'énergie du qubit. Voilà. Donc ces modèles-là sont des modèles qui correspondent effectivement à une réalité expérimentale. Alors, maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais uniquement vous donner, donc ce qu'on a vu ici, c'est un peu la structure des modèles de systèmes quantiques ouverts. Et puis, je n'ai pas eu le temps de parler de la boucle de rétroaction, de comment on a fait le feedback. Si ça vous intéresse, on a des papiers là-dessus. Maintenant, il y a la deuxième version de stabilisation. Ça consiste à coupler au système qui nous intéresse un autre système quantique dans lequel il y a beaucoup de décohérences. Alors, si j'essaye de faire une analogie par rapport à un système classique, un système quantique, c'est un oscillateur. Votre contrôleur, ça va être un autre système quantique, c'est un autre oscillateur. Vous les couplez. Si vous voulez que les couplages soient efficaces, vous avez intérêt à vous mettre à peu près à résonance. Et vous mettez du frottement dans votre second oscillateur. Et vous essayez de faire le couplage de façon à ce que ce frottement se répartisse très bien dans votre système. D'accord ? C'est un peu ça l'ingénierie de réservoir. D'accord ? C'est ça l'idée. Alors ça c'est un peu ce qui s'est passé au départ sur... ça, c'est un peu l'origine de la théorie des systèmes. C'est vous prenez une machine à vapeur que vous connectez, mais bien sûr, il n'y avait pas de calculateur. Donc la connexion, c'était des tiges avec des renvois, avec typiquement le régulateur à boules, qui lui est directement, dont la vitesse de rotation est directement liée à la vitesse de rotation de la machine. Et donc, ce que vous faites, c'est que quand les boules s'écartent avec ce système de renvoi, vous fermez une vanne, c'est-à-dire que vous aurez tendance à mettre moins de vapeur. Et puis quand ça tourne moins vite, les boules se rapprochent de l'axe et vous avez tendance à ouvrir la vapeur. Alors, ce qui est intéressant, c'est le premier papier abstrait qui s'est intéressé à cette question-là, c'est un papier du Maxwell. Et effectivement, il regarde ce cas-là. Il regarde plein d'autres cas, mais il regarde ce cas-là. Et il se rend compte qu'il y a une question
qui n'était pas si évidente pour lui. Alors pour les équations de degré 3, il est arrivé, caractérisé. Mais quand on a des systèmes de contrôle plus compliqués, degré 3, degré 4, degré 5, il s'est dit là, il y a un problème mathématique intéressant, qui est, on a des équations linéarisées et on voudrait savoir quand est-ce que les racines d'un polynôme de degré n sont stables, c'est-à-dire à partie réelle strictement négative. Alors ici, si on reprend ce qui se passe, donc ça c'est un petit modèle très simple de ce régulateur-là, eh bien on voit qu'on a de la dissipation uniquement dans le régulateur. Ici, delta θ, c'est l'angle du régulateur. Et on voit qu'en utilisant le critère de Root sur les racines d'un polynôme de degré 3, il faut que la dissipation soit suffisante pour que le système soit stable. Donc il faut mettre assez de dissipation. Alors pour les systèmes quantiques, donc c'est exactement la même chose. Votre système est là, vous le couplez avec un certain Hamiltonien à un réservoir sur lequel il y a des dissipations, et vous espérez que si vous faites ce couplage correctement, le système, par exemple, va converger vers un état qui sera un état séparé, où vous aurez votre objectif qui était de stabiliser ce système-là à psi bar, tenseur, à un certain état du réservoir. Alors bien sûr, il faut faire les couplages correctement, il faut que la dissipation soit correcte et tout. D'accord ? Donc ce qu'il faut, c'est que la donnée, c'est votre système et psi bar. Vous devez imaginer toute cette partie-là de façon à converger vers psi bar. D'accord. Alors pour les atomes, on peut faire ça dans la boîte à photons pour stabiliser des chats de Schrödinger. Il suffit de ruser un peu au niveau de l'interaction atome-photon et de faire 3 phases. Vous pouvez jouer sur la fréquence des atomes tout simplement par effet Stark, en mettant un champ électrique statique qui vous permet de vous d'écarter ou de rapprocher les niveaux d'énergie. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est, au moment où l'atome traverse la cavité, vous pouvez changer son niveau d'énergie, c'est l'espacement entre E et G. Donc, ce que vous faites une interaction composite. Donc, on ne change rien par rapport au début. Je fais une simple interaction composite où je suis d'abord détuné, ici, ça va être vers le bleu, pour la première moitié du trajet. Quand l'atome est juste au centre de la cavité, je suis juste résonant, c'est-à-dire que je suppose que la fréquence de l'atome est exactement la fréquence de la cavité. Et quand je sors de la cavité, je mets un détuning vers le rouge. D'accord ? On peut calculer, ici vous avez un bout des calculs, de l'application de Krauss, c'est-à-dire que je prends ρk plus 1 et les atomes, je ne les mesure pas. D'accord ? Je ne regarde même plus, je n'ai plus de mesure. D'accord ? Et maintenant, tout ce que je peux faire, c'est écrire l'application de Krauss. Donc, je vais avoir des opérateurs Mg et Me particuliers que j'ai designés avec cette interaction composite. Alors, ce qui se passe, c'est que, il faut faire des transformations, mais ce qui se passe, c'est que ces opérateurs-là, on peut montrer qu'ils n'ont qu'un seul vecteur propre commun. D'accord ? Et ce vecteur propre commun, vous voyez très bien que si ρk, c'est le projecteur sur un vecteur propre de Mg, cette partie-là ne va pas bouger, elle va être uniquement mise à l'échelle. Si ρk est aussi un vecteur propre de Me, cette partie-là ne va pas bouger, sauf il y aura un simple facteur d'échelle. Et donc, c'est un point fixe. D'accord ? Et donc, ce que vous avez, c'est que rien qu'en designant correctement Mg et Me, vous avez un point fixe qui est un état pur, et en plus, vous pouvez montrer que vous convergez vers ce point fixe. Et donc, vous avez un réservoir qui sont les atomes qui passent les uns à la suite des autres dans le système, et le système va naturellement relaxer vers cet état commun, propre commun à Mg et Me. D'accord ? Alors, quand on se débrouille pas trop mal, en fait, en jouant sur les paramètres expérimentaux, cet état-là est proche d'un chat de Schrödinger, qui est une superposition cohérente d'une phase, d'un état, disons, avec une phase plus et avec une phase négative. Voilà. Donc ça veut dire qu'ici, on n'a plus de mesure. Là, D'accord ? Donc j'ai viré la mesure. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une interaction. Vous voyez très bien qu'il y a les deux points. L'interaction entre le système, elle est faite par cette interaction composite en discret. Et la dissipation, c'est la mesure, en fait. Je trace sur les atomes. C'est comme si je prenais une mesure, mais la mesure, je ne la lis pas, donc je m'en fiche. C'est ça qui vous fait la relaxation. Ouais ?
Ben, c'est les paramètres du... On fait du start shift. Alors, on met les atomes légèrement excités, parce qu'il faut mettre un peu d'énergie. D'accord ? Il y a le start shift, donc on fait grosso modo le detuning. Et puis aussi, il y a le temps où on reste en résonant au milieu. D'accord ? Donc là, et on fait les calculs. Bon, ça, c'est les calculs. Bon, pour des gens comme moi, c'est bien, ça permet de faire plein de calculs, ce genre de formule. Hein, voilà. Bon, je ne veux pas aller tellement plus loin. Donc, voilà. Je vais bientôt... J'ai encore combien de temps, là ? C'est jusqu'à écart. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas aller tellement plus loin là-dessus. Donc ça, c'est... Alors maintenant, vous me direz, bon... Ça, je vais parler un tout petit peu de ces choses-là. C'est sur ces équations de relaxation. Alors, ce qu'on a vu. Les équations de relaxation, en discret, c'était cette application-là. En continu, c'est une équation différentielle ordinaire. Bref, si ρ est de dimension infinie, ça va être une EDP. D'accord ? Bon. Alors, ce que je vais maintenant, c'est m'intéresser à quelques EDP pour l'oscillateur harmonique qu'on peut faire, qu'on peut réaliser avec processus expérimentaux. Alors, je vais aller un petit peu vite là-dessus. Alors, pour représenter justement, comment est-ce qu'on va passer des équations de Lillebland à des équations au dérivées partielles ? Bien, tout simplement, ce qui est utile et ce que les physiciens aiment bien utiliser pour représenter l'état d'un oscillateur harmonique, ce n'est pas l'état quantique. Vous voyez, vous avez une matrice ρ. Matrice ρ, c'est une matrice infinie par infinie, et on se demande qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on passe par ce qu'on appelle la fonction de Wigner. Ici, j'ai donné une formule qui permet de la calculer à partir de ρ. Et c'est une fonction de deux variables. Donc, on essaye d'avoir une sorte d'interprétation un peu classique de cet état quantique ρ. Alors, pour vous donner une idée ici, donc voilà la fonction de Wigner. Ici, vous avez les parties positives sont vers le rouge, les parties négatives sont vers le bleu. Et ici, pour l'état quantique qui est le vide, 0 photon, vous avez une gaussienne, d'accord, centrée autour de 0. Maintenant, si je prends un état cohérent, qui est un état classique en quelque sorte, mais vu avec une lunette quantique, c'est tout simplement une gaussienne translatée. D'accord ? Et donc maintenant, quand vous avez un oscillateur harmonique classique, son état, c'est un point de l'espace des phases. D'accord ? Ben, ce point-là devient, avec la fonction de Wigner, une gaussienne. D'accord ? C'est un point avec un peu d'épaisseur. D'accord ? C'est tout. Donc là, on comprend bien. Maintenant, si vous prenez l'état de Fock, c'est-à-dire l'état à exactement 3 photons. Alors, ce n'est plus du tout une fonction gaussienne, mais c'est quelque chose qui a des oscillations plus, moins, d'accord, et qui, à l'infini, bien sûr, vaut 0. Donc voilà la fonction de Wigner d'une gaussienne avec... Alors, quand dans la fonction de Wigner, vous avez du moins, ça veut dire que c'est un véritable état quantique, en fait. Voilà. C'est comme ça dit, voilà. Ici, vous avez l'autre état cohérent. Alors ici, ce que vous avez ici, et c'est là où c'est intéressant, c'est si vous prenez un mélange statistique de l'état cohérent qui est ici, la moitié du temps, et puis la moitié du temps, vous prenez cet autre état-là. Bon, bien sûr, vous mélangez, c'est quelque chose de linéaire, et donc vous avez, grosso modo, 2 bosses ici, qui sont des gaussiennes, bon, un peu moins hautes parce qu'on a mis un demi devant chacune, et puis vous avez ça. Mais ça, c'est un mélange statistique d'états classiques. Maintenant, si vous prenez un Schrödinger, ce n'est pas du tout ça, c'est cet état-là, où vous prenez alpha plus moins alpha. Et donc, vous avez ce qu'on appelle les cohérences. Alors, c'est cette chose-là qui change, et c'est ça qui vient du fait qu'on a sur un produit tensoriel. Donc, vous faites alpha plus moins alpha. Voilà. D'accord ? Et vous faites... Donc, ça, c'est... Et puis, bien sûr, ici, vous mettez la même chose. Et quand vous développez, donc là, celui-ci, on va dire que c'est sur racine de 2 à peu près. On va dire qu'ici, c'est sur racine de 2. Et quand vous développez, bien sûr, vous allez avoir du alpha-alpha sur 2, plus moins alpha sur 2. D'accord ? Donc ça, c'est cette partie-là. Mais ce que vous allez aussi avoir, c'est 1 demi alpha moins alpha plus moins alpha alpha.
ces termes hors diagonaux. Et c'est ça les cohérences quantiques. C'est ça qui caractérise le fait que vous avez l'état quantique. Et ça se voit très bien sur la fonction de Wigner, c'est que vous avez ici ce que les gens appellent les moustaches du chat au milieu, avec des oscillations entre typiquement du bleu et du rouge. Voilà. Alors, ce qui se passe, donc je vais prendre une ou deux fonctions. Donc ici, vous avez, on a fait toute une analogie, mais je vais vous parler uniquement de l'oscillateur harmonique. Alors, au niveau des systèmes, vous avez donc l'oscillateur harmonique quantique, on a vu ce que c'était à peu près le qubit. Puis maintenant, en ingénierie aussi, il y a quelque chose qui est très utilisé par les ingénieurs, c'est l'oscillateur harmonique amorti, vous savez. Alors, ça va être quoi l'analogue de l'oscillateur harmonique, mais amorti? Eh bien, dans ce cas-là, ce qui est l'analogue quantique, c'est cette équation-là, hein, avec un contrôle, ici U, qui est une équation typiquement de Lindblad, en fait. Où l'opérateur L, en fait, c'est l'opérateur destruction de photons. Et alors, quand vous regardez cet oscillateur-là, en fait, cette équation-là converge vers un état pur. C'est pour ça que les états classiques, en fait, donc vous prenez un oscillateur harmonique, vous lui mettez un drive classique, vous mettez de l'amortissement, il va converger vers un état cohérent classique. Donc là, c'est ce qui est écrit ici. Alors, cette équation-là, sur la matrice densité des photons, vous pouvez l'écrire, mais en prenant comme représentation la fonction de Wigner. Et donc là, on revient aux équations au dérivé partiel. Si vous vous souvenez bien, vous avez A, c'est l'opérateur x, plus d rang sur d rang x, et puis on met 1 sur racine de 2, hein, ça dépend un peu des conventions. Et donc, quand vous faites agir A sur ρ, vous faites agir un opérateur. D'accord? Alors, vous avez toute une relation de correspondance qui ne sont pas très compliquées, c'est-à-dire que quand vous regardez le Wigner de la fonction ρA, c'est comme si vous faisiez agir cet opérateur sur la fonction de Wigner de ρ. D'accord? Alors, vous avez la même chose. Alors, bien sûr, quand le A est à droite ou à gauche, ce n'est pas pareil, et ainsi de suite. Et puis, les opérateurs d rang sur d rang xi et d rang sur d rang xi étoile, c'est les opérateurs usuels quand on prend xi et xi étoile comme étant des variables indépendantes. Donc, ce n'est pas très compliqué que vous avez ça plus ça. Ici, vous pouvez transcrire cette équation-là. C'est un simple jeu d'écriture. Donc, vous écrivez le même objet, mais vu autrement. Et ici, vous obtenez quoi? Vous obtenez une magnifique équation de Fokker-Planck, où vous avez ici de la diffusion, et puis ici, vous avez un terme sous forme conservative, d'accord, de dérive. D'accord? Et on sait très bien que, eh bien, quand vous prenez cette équation-là, elle converge vers une gaussienne, hein, centrée en alpha infini, hein, et d'écart type 1,5. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Alors maintenant, vous pouvez en imaginer d'autres, et en particulier, c'est un modèle qui permet de comprendre le réservoir qu'on a fait d'une certaine façon sur la boîte à photons, ça correspond à faire dans le bon repère un oscillateur harmonique amorti. C'est un bon modèle, en temps continu. Et si on rajoute la décohérence de la cavité, pour voir un peu quel est l'effet d'une perturbation, on va rajouter un autre terme type terme de Lindblad ici. Mais le problème, c'est que cet autre terme-là fait apparaître un opérateur qui est un peu différent, qui est E puissance IPN. D'accord? Donc, dans ma table de traduction, d'accord? Qu'est-ce que j'ai dans ma table de traduction? Donc, j'ai mon équation ici, qui est mon équation d'oscillateur amorti. Donc, celui-là, c'est bon, je sais. Maintenant, je vais avoir à peu près la même équation, vous remarquerez, mais j'ai uniquement, ces termes-là ne changent pas, c'est les mêmes. Par contre, ici, j'ai un terme de phase. C'est l'opérateur E puissance IPN. Alors, vous regardez le terme de phase, quand vous regardez ce que ça fait sur typiquement un opérateur, vous mettez E puissance IPN, ρ, E puissance moins IPN, et vous regardez ce que ça fait sur la fonction de Wigner de ρ. Vous vous rendez compte, ça vous met, grosso modo, c'est comme si vous faisiez une symétrie. Vous prenez le ρ, mais en moins xi. Alors maintenant, vous écrivez cette équation au dérivé partiel avec le langage de Wigner. Et donc là, vous obtenez les termes ici usuels qu'on a vus tout à l'heure. Par contre, vous avez toute une série de termes qui sont des termes non locaux. Voilà. Alors, on connaît la solution stationnaire de cette équation-là. On peut la calculer.
ça ne doit pas être trop compliqué de montrer que toutes les solutions de cette équation-là convergent vers cette équation-ci, je pense. Mais ce n'est pas si évident que ça, apparemment. Voilà. Et puis, je vais terminer avec ça, qui est quelque chose qui est une idée qui a été proposée par Maziar très récemment pour faire du calcul quantique, où typiquement, en fait, ce qu'il manipule, ça va être des équations de type oscillateur harmonique, mais en fait, avec les circuits, ils arrivent à synthétiser des Hamiltoniens et des termes de couplage à l'environnement où on remplace A, par exemple, par A carré, ou A par A puissance 4. Ça veut dire que, typiquement, le système va échanger de l'énergie des photons avec l'environnement, avec le drive, tout simplement 2 par 2. Le système absorbe, quand on met A carré, ça veut dire qu'il absorbe les photons 2 par 2. Alors on peut les faire 2 par 2 ou 4 par 4, et quand on regarde ces systèmes-là, ça converge naturellement vers des chats de Schrödinger, en fait, ou des espaces générés par des chats de Schrödinger. Et actuellement, les gens s'intéressent à savoir si on ne peut pas utiliser comme support physique pour des qubits des chats de Schrödinger. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ça? Le gros intérêt des chats pour les qubits, c'est que le principal opérateur qui va agir, qui est l'opérateur de destruction de photons sur un chat, ça va faire ça. Donc je regarde l'opérateur où je vais enlever un photon à un chat. D'accord? Alors ce que vous savez, c'est que A sur alpha, c'est alpha, alpha. Et donc, quand vous faites agir ça, vous vous rendez compte que c'est égal à alpha, et puis alpha moins alpha. Et donc, vous passez du chat pair au chat impair. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'il suffit, pour savoir quel est l'effet de destruction d'un photon, de mesurer la parité. Donc, vous ne perdez pas d'informations. D'accord? Ce qui est très différent, par exemple, donc ça, c'est la perte d'énergie. Si vous prenez la perte d'énergie sur un système à deux niveaux, E et G, d'accord? Eh bien, quand vous prenez la perte d'énergie, il descend là-dessus. D'accord? Il descend en G. Et après, vous perdez des cohérences. Donc voilà un peu. Et donc là-dessus, ce que vous avez, donc je ne les ai pas écrites, mais si on essaye d'écrire les équations de Fokker-Planck qui sont derrière ça, vous avez une équation qui est d'ordre 4 ici. Et puis là, ici, où on pourrait stocker des qubits, c'est une équation d'ordre 8. D'accord. Et là, les convergences ne sont plus sur des états pointeurs, mais sur des sous-espaces que les gens appellent des espaces qui sont sans décohérence. Et qui sont des espaces dans lesquels on peut protéger les qubits. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a des choses qu'on va regarder et qui me semblent intéressantes pour le futur. Donc voilà un peu la conclusion. Donc ce que j'ai essayé de vous montrer un peu, c'était quelle était un peu la structure des modèles de systèmes quantiques ouverts. Et je pense que pour comprendre ça, en fait, on a compris ça tout simplement en travaillant avec l'équipe du LKB sur l'expérience. Ça permet effectivement de bien comprendre les ressorts fondamentaux qui sont derrière ces modèles-là. Et ici, je pense qu'il y a des choses vraiment très intéressantes sur, typiquement, caractériser les systèmes, les régimes asymptotiques de ce type d'équations qu'on rencontre, par exemple, en circuit quantique ou en optique quantique, où on va avoir typiquement des équations aux dérivées partielles qui peuvent être un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de regarder et qui vont être certainement de degrés un peu élevés. Voilà. Très bien. Et donc, bien sûr, oui, je voudrais terminer par ça, c'est que, bon, c'est clair, ce que je vous ai présenté, tout seul, on ne fait rien. Donc, on a travaillé avec deux étudiants et puis aussi deux très bons postdocs avec Maziar. Bon, il est clair que l'équipe du LKB de Serge Haroche et Jean-Michel Raymond, et puis aussi, on avait discuté pas mal avec 3 étudiants, c'était vraiment très, très enrichissant pour nous. Là, je vais faire un peu de pub. Là, on est en train de monter un projet avec, grosso modo, Benjamin et François Mallet, qui font des circuits quantiques à
à l'ENS, hein, où il y aura Maziar aussi qui va piloter le projet. Et puis ici, vous avez donc, tous les jeunes sur lesquels on va s'appuyer, hein, pour avoir des idées nouvelles. Voilà. Et bien sûr, il y a grosso modo tous nos collègues plutôt mathématiciens avec lesquels on discute. Donc là, il y a tout un... Je pense qu'en théorie des systèmes et en théorie du contrôle, Paris intramuros, c'est un bon endroit pour avoir des collègues avec qui échanger, hein, entre autres. Hein, la région parisienne. Bon, je suis dans un laboratoire qui est de petite taille, mais je pense que je m'entends très bien et je bénéficie beaucoup de l'expertise de mes collègues. Puis je vais terminer par les projets ANR et puis aussi le fait d'être à côté du Collège de France, où il y a des cours très intéressants qui se passent, est aussi quelque chose qui n'est pas neutre dans ce qu'on a pu réaliser avec Maziar. Je vous remercie.